souviens de la déclaration de guerre. En septembre 1939, l'Allemagne nazie envahit la Pologne et en réaction, la France lui déclare la guerre. Et pendant des mois, rien ne se passe. Les Français attendent que les Allemands attaquent, bien protégés par la ligne Maginot. Mais en mai 1940, les Allemands envahissent les Pays-Bas, le Luxembourg, la Belgique, et ils entrent en France par les Ardennes, que nos généraux considéraient comme infranchissables. En un peu plus de 15 jours, les chars et les avions allemands prennent le contrôle de la France. Je me souviens de notre commune à cette époque. Ponthierry compte moins de 2000 habitants. Alors évidemment, à l'école, on se connaît tous. Et si c'était une nuit, comme on n'en connut pas depuis 100 000 nuits, une nuit de feu, une nuit de sang, une nuit, un chien hurle. Regardez-le, gens d'enfer, regardez-le, sous son manteau de bronze vert, le lion tremble. Les hommes avaient perdu le goût de vivre et se foutaient de tout. Leur mère, leur frangin, leur nana, pour eux c'était du cinéma. Le ciel redevenait sauvage, le béton bouffait le paysage. Et alors, les loups étaient loin de Paris, en Croatie, en Germanie. Les loups étaient loin de Paris. Ah, j'aimais ton rire, j'arpentais le vire. Les loups étaient loin de Paris. Mais ça fait ses 50 lieues, dans une nuit, à queue leu, dès que ça flaire une ripaille de mort sur un champ de bataille. Dès que la peur hante les rues, les loups s'en viennent la nuit venue. Alors, les loups regardent vers Paris, de Croatie, de Germanie. Les loups regardent vers Paris, messieurs dames. Ah, tu peux sourire, charmante Elvire. Les loups regardent vers Paris. Et voilà qu'il fit un rude hiver, sans congestion en fait d'hiver. Volets clos, claquer des dents, même dans les beaux arrondissements. Et personne, non personne n'osait plus le soir affronter la neige du boulevard. Alors, deux loups sont entrés dans Paris. Soit par ici, soit par Ivry. Deux loups sont entrés dans Paris. Ah, tu peux sourire, charmante Elvire. Deux loups sont entrés dans Paris. Le premier n'avait plus qu'un œil. C'était un vieux mâle de Crivole. Il installa ses 10 femelles dans le maigre square de Grenelle et nourrissait que son petit avec les enfants de Passy. Alors, 100 loups sont entrés dans Paris, soit par ici, soit par Ivry. 100 loups sont entrés dans Paris, messieurs dames, oui. Cessez de rire, charmante Elvire. 100 loups sont entrés dans Paris. Le deuxième n'avait que 3 pattes. C'était un vieux loup des Carpates. Comme un Paul Algarette prenant, il fit faire grand à ses enfants et leur offrit 6 ministères et tous les gardiens des fourrières. Alors, les loups ont envahi Paris, soit par ici, soit par Ivry. Les loups ont envahi
encore du sang. Il en vint des mille et des cents. Faire carnis, liesse et montmance dans ce foutu pays de France. Jusqu'à ce que les hommes aient retrouvé l'amour et la fraternité. Alors, les loups sont sortis de Paris. Soit par ici, soit par ici. Les loups sont sortis de Paris, oui. Oh, j'aime ton rire, charmante Elvire. Les loups sont sortis de Paris. Ah, tu peux rire, charmante Elvire, oui, oui. Les loups sont sortis de Paris. Les loups, les loups, les loups, les loups. Je me souviens de l'Exode. Quand nous avons vu les Belges et les habitants du nord de la France passer, nous aussi nous avons décidé de fuir pour échapper à l'avancée des Allemands. On entendait parler de la terrible 5e colonne allemande. On craignait des combats entre les Français et les Allemands à Ponthierry pour franchir la Seine. Peu de voitures. Certains emportent tout ce qu'ils peuvent sur des charrettes. Les fermiers de Tilly ont des chevaux et des charrettes. Les familles s'arrangent avec les fermiers pour emporter quelques affaires. Beaucoup de monde envahit les routes. On n'est même pas arrivé jusque la Loire. On est allé jusque Joigny. Je m'étais blessé au genou. J'ai donc été hissé sur une charrette avec une personne âgée. Nous sommes partis direction Malesherbes, mais nous ne sommes pas allés bien loin. On a vite été rattrapés par l'armée française qui fuyait devant l'ennemi. On s'est arrêté dans un champ près d'une ferme pour laisser passer les convois militaires. 2 jours plus tard, les Allemands étaient là. Toutes les personnes qui pouvaient marcher ont repris le chemin du retour. Les chevaux et les charrettes n'ont eu le droit de partir que quelques jours après. Il faut voir comment les Allemands dégageaient les routes pour passer. Ils jetaient les chariots dans les fossés pour accélérer leur avancée. Avec ma mère et mon grand-père, nous avons décidé d'aller rejoindre mon père qui avait été envoyé par son entreprise à Bordeaux pour faire des moteurs d'avion. Nous avons 2 grosses valises. Bon, nous partons après avoir soigneusement fermé la maison et confié les clés à la voisine. Oh, quelle aventure! Dans la gare, une foule immense se bouscule, crie, se perd, se retrouve. Nous arrivons à Bordeaux le jour où la ville est bombardée. Nous habitons dans une chambre de bonne pendant 2 semaines environ. Et puis mon père apprend qu'il est envoyé au STO, le service de travail obligatoire dans une usine qui fabrique des pièces d'avion Messerschmitt. Alors il part pour Augsbourg et nous rentrons à Saint-Fargeau-Ponthierry. Dans la cohue de la gare d'Orléans, on se perd. Ma mère et ma sœur d'un côté, mon grand-père et moi de l'autre. On finit par se retrouver, mais sans les valises. Perdus à jamais. Bon. On parvient finalement à rejoindre Saint-Fargeau dans le camion d'un inconnu qui s'en va vers Paris, chargé de bidons et de tout un tas d'affaires en putréfaction. Mais quand on arrive à la maison, on se rend compte que tout a disparu pendant notre absence. La maison a été pillée. Mes parents travaillent à la Copère. L'entreprise avait mis un camion à disposition des quelques familles, femmes et enfants, tandis que les hommes filaient à vélo pour Brive. Un jour sur la route, un général français demande au chauffeur d'un camion de déplacer son véhicule pour laisser passer 3 voitures de l'armée. Le chauffeur refuse de bouger. Le général sort son revolver en disant « Si vous n'obtempérez pas immédiatement, je vous brûle la cervelle !» Oh, mais le général n'avait pas prévu la réaction de la femme du camionneur. Furibarde, elle descend du camion et plantée devant le général lui en donne pour son grade. Mais qu'est-ce que vous foutez ici? Au lieu d'être sur le front à vous battre avec vos soldats, vous croyez que c'est en emmerdant les civils que vous allez sauver la France? Le revolver regagne son étui, le général sa voiture. Mais bon sang, ne savait-il pas qu'il portait la culotte en ce moment? On était bloqués sur la route depuis 2 jours. Alors on décide de partir à Malesherbes, 6 km plus loin. Les commerçants, tout comme la population, avaient fui. Tout le monde se servait dans les boutiques abandonnées. Finalement, les Allemands nous ont rattrapés. Nous nous sommes regardés avec ma mère, sans dire un mot. Tous ces jours passés sur les routes avaient servi à rien.
ils avaient été plus rapides. Nous avons immédiatement pensé à toutes les exactions que disaient les journaux, la radio sur les Allemands. Déportation dans les mines de sel, les yeux des enfants crevés, les mains coupées. On avait vraiment de quoi s'inquiéter. Je me souvenais aussi d'une histoire que me racontait une de mes tantes. Pendant la guerre de 14, elle avait subi leur occupation dans les Ardennes pendant 4 ans, les pires années de sa vie. Il a fallu dégager la route. Debout, alignés sur le bas-côté, silencieux, inquiets, nous avons regardé défiler les tanks, les canons et les camions bourrés de soldats. Et voilà que des soldats nous font signe d'avancer. Ils ont des bonbons et nous les proposent. Ah bah pour nous, évidemment, ils sont empoisonnés, alors nous les gardons dans nos mains. Et c'est ma mère, finalement, qui a décrispé la situation. Après avoir examiné un bonbon, elle a dit... Vous pouvez les manger, les enfants. Ce sont des bonbons français qu'ils ont dû piller dans nos magasins. Au cours d'une manœuvre pour se garer dans une prairie, l'un de nos camarades se fait renverser. Rapidement, un médecin allemand arrive pour le soigner avec gentillesse et le rassure dans un excellent français. On commence à penser qu'ils ne sont peut-être pas si méchants. Le 17 juin 1940, Pétain s'adresse aux Français par la radio. C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Et l'armistice est signé le 22 juin à Rotonde, dans le wagon musée de l'armistice de novembre 1918. Le 17 juin à 9h, De Gaulle s'envole pour l'Angleterre. Dès l'après-midi, il obtient l'autorisation de Winston Churchill d'utiliser la BBC. Le lendemain, à 18h, De Gaulle lit au micro le fameux appel du général de Gaulle aux Français. Les chefs qui depuis des années sont à la tête des armées ont formé un gouvernement. Ce gouvernement, alléguant la défaite de nos armées, s'est mis en rapport avec l'ennemi pour cesser le combat. Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non, croyez-moi, moi qui vous parle en connaissance de cause et vous dis que rien n'est perdu pour la France. Les mêmes moyens qui nous ont vaincus peuvent faire venir un jour la victoire. Car la France n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle n'est pas seule. Elle a derrière elle un vaste empire. Elle peut faire bloc avec l'empire britannique qui tient la mer et continue le combat. Elle peut utiliser sans limite l'immense industrie des États-Unis. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite tous les officiers et les soldats français qui se trouvent sur le territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver avec leurs armes ou sans leurs armes. J'invite également tous les ingénieurs et les ouvriers spécialisés des industries d'armement qui se trouvent sur le territoire britannique ou qui viendraient à s'y trouver à se mettre en rapport avec moi. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. L'exode pousse les populations sur les routes et les précipite sur les routes. Le retour sera tout aussi traumatisant. Certains n'ont plus rien. D'autres trouvent du monde dans leur maison. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, on chantait à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur.
insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. J'ai connu des paysages et des soleils merveilleux. Au cours de lointains voyages, tout là-bas sous d'autres cieux. Mais combien je le préfère, mon ciel bleu, mon horizon, ma grande route, ma rivière, ma prairie et ma maison. France, cher pays de mon enfance, bercé de ton insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Je me souviens des années d'occupation. Les Allemands envahissent progressivement la France. Ils s'installent surtout dans des lieux stratégiques, des grandes villes, des endroits importants dans leur stratégie d'occupants. Autant dire que Saint-Fargeau-Ponthierry est le roi. Bah oui, notre ville est située sur 3 axes importants. La Nationale 7 Paris-Antibes, la Seine et la voie ferrée Melun-Paris. On y trouve le seul pont entre Melun et Corbeil. S'y ajoute la station intercontinentale radiotélégraphique de Sainte-Assise, dont la puissance permettait aux Allemands de communiquer avec leurs sous-marins. Les Allemands prennent possession en 1940. La Kriegsmarine va l'utiliser pour communiquer avec les U-boats, les sous-marins en plongée en mer. La station a continué de fonctionner avant, pendant et après la guerre. Elle est tellement importante pour ceux qui l'utilisent que personne n'a intérêt à la détruire. L'usine Leroy est occupée par les Allemands pour la construction des moteurs d'avion Daimler-Benz Mercedes. Peu à peu, les résistants y forment un véritable réseau de désorganisation dans les services. Ce n'était pas tellement difficile, vu la complexité de l'organisation dans cette usine. Et ça a très bien fonctionné. Faux certificats médicaux, accidents du travail simulés, Sans oublier les sabotages techniques des moteurs. sable, Déboulonnage. huile, limaille dans l'huile. Comprimé dans l'essence. Cela a valu aux Allemands quelques petits pépins célèbres. Tu m'étonnes. Dans le parc du château des Bordes, on y trouve les moteurs d'avion. On s'en sert comme banc d'essai pour les moteurs d'avion qui arrivent des usines sur les chariots. Ils construisent des blocos dans le parc. Ils seront détruits bien après la guerre. L'hôtel Leroy aussi est occupé. Le château de Moulignon est réquisitionné, ainsi que les communs, les maisons des jardiniers et les serres. La famille Leroy conserve une aile du château. Le château de Jeanville, qui à l'époque appartient à Monsieur l'Allemand, sert de centre de soins et de repos pour les blessés allemands. Le château de Tilly, propriété de la famille Herbet, patron de l'usine Pierrot-Gourmand, est occupé par des ingénieurs et des techniciens qui travaillent pour les moteurs d'avion. Des logements libres dans la commune sont aussi réquisitionnés. Mes parents avaient une petite maison. 2 Allemands sont venus s'installer chez nous. Oh, ils parlaient français et travaillaient comme cuisiniers à l'hôtel Leroy. Je crois que c'était des anciens soldats de 14-18. Oh, ils étaient très discrets et ne se montraient que très peu. Un jour, un des officiers a dit à maman de cacher son chaudron en cuivre, car ce métal était utilisé dans la fabrication des obus. Le chaudron a terminé la guerre, bien à l'abri des regards. Au début de l'occupation, il a fallu donner toutes les armes qu'on possédait. Mon père a tout donné, sauf un revolver. Beaucoup gardent un fusil, souvent dissimulé dans un grenier, un puits, ou alors enterré. Mon voisin a tellement bien caché le sien, en le laissant glisser entre la toiture et la soupente, qu'il lui a fallu, après la guerre, percer en 3 endroits avant de le récupérer. Mon père a caché le sien avec sa moto Monet Guyon, qu'il avait démonté, huilé et emballé dans un fossé près de chez nous. Les relations avec les Allemands étaient plutôt bonnes, au moins jusqu'en 1943. La plupart des soldats qu'on appelait ennemis auraient préféré être chez eux. En respectant leur réglementation,
on pouvait s'assurer une tranquillité relative. Mais personne ne pouvait échapper aux dramatiques arrestations arbitraires d'otages, les envois au STO, les rafles de juifs, les dénonciations. On les voyait passer sur la Nationale 7 en chantant Haïli, Haïlo. Oh, il faut le reconnaître. Ils chantaient bien. Oui. On les croisait chaque jour sur l'avenue de Fontainebleau, après le repas de midi. Eux sur la route pour se rendre à l'usine de montage et les enfants sur le trottoir pour aller à l'école. Ils marchaient dans un ordre impeccable. Le mouvement des bras et des jambes bottées était régulier, précis, cadencé. On aurait dit des automates. C'était impressionnant. Parfois, sur leur passage, on avait droit à du pain noir, de la confiture, des bonbons ou d'autres produits alimentaires. Ces rencontres étaient totalement interdites par nos parents qui pensaient que les aliments étaient empoisonnés. Alors on les mangeait en cachette avant de rentrer à la maison. À moi, ils me faisaient peur. Je me cachais quand ils arrivaient. Mon père n'a jamais voulu parler aux Allemands, et surtout d'avoir avec eux quelque contact que ce soit. Quand il avait besoin d'essence pour son briquet, c'est moi qui devais en aller demander aux Allemands. Les Allemands avaient institué le STO, le service du travail obligatoire. Ils demandaient à la mairie de leur fournir la liste des hommes qui devaient aller en Allemagne pour y travailler. Mon père avait été envoyé en Allemagne. Il travaillait durement dans le 3e sous-sol d'une usine de moteurs d'avion. C'est alors qu'intervint le docteur Limoges, comme il le fera à de nombreuses reprises. Il lui a envoyé un faux certificat médical indiquant que je souffrais d'une très grave maladie et qu'il lui fallait une permission pour venir me voir une dernière fois. Ah bah pour moi c'était le rêve, hein. Je suis restée à la maison pendant 1 mois sans aller à l'école. Donc mon père est rentré. Il n'est jamais reparti. Toujours grâce au docteur Limoges qui l'a fait entrer dans un réseau de résistants dans Lyon. Plus tard, ma mère est allée voir mon père dans Lyon, à vélo. Elle était chaussée d'espadrilles à semelles de carton bouilli. Et ce jour-là, il pleuvait. Ah ben quand elle est arrivée, elle avait plus de semelles. Le voilà, le voisin ne voulait pas partir au STO. Le docteur Limoges lui a proposé de lui casser le bras. Mais bon, il a refusé. Du coup, on lui a fait une fausse cicatrice d'appendicite. Et ben ça a très bien marché. À l'entrée de Saint-Fargeau, il y avait une grande maison réquisitionnée par les Allemands. Un couple de Français habitait dans les dépendances. Le mari et la femme avaient pour habitude de noter des noms de jeunes de la commune et de les fournir aux Allemands. Les Allemands devenaient de plus en plus agressifs à cause des sabotages. Et c'est pour cette raison qu'ils faisaient partir le plus de jeunes possible, et même des femmes. Le Français de la grande maison, soupçonné d'avoir aidé à la constitution des listes, a été arrêté à la Libération. Je me souviens d'une famille qui habitait le hameau de Villers. Ils n'étaient pas de Saint-Fargeau. Probablement des commerçants parisiens venus se réfugier dans leur résidence secondaire. Un jour, on a trouvé la maison fermée et on n'a plus jamais eu de leurs nouvelles. Une famille juive habitait dans la côte de Pringy, près du coiffeur. Un jour, ces personnes ont été déplacées. On ne les a jamais revues. Je me souviens des prises d'otages qui intervenaient lorsque les Allemands subissaient des actions de résistance. Ça. Un jour, un soldat allemand a été retrouvé noyé dans la Seine. En représailles, 8 jeunes de la commune ont été arrêtés comme otages. Ils ont été alignés, en plein soleil. Ils ont été interrogés. Ils devaient être fusillés. Mais un médecin a pratiqué une autopsie qui a prouvé que l'Allemand était ivre. L'enquête a démontré qu'il avait été poussé par un compatriote en sortant d'un bal. Miraculeusement, les otages ont été libérés. On faisait des corvées que nous donnaient les Allemands. Lorsque les céréales séchaient en énormes meules, il arrivait que des incendies volontaires se produisent. Les Allemands soupçonnaient les résistants. C'est pourquoi ils exigeaient que des hommes, 2 par 2, surveillent les meules la nuit. L'aérodrome de Villaroche, au nord de Melun, a régulièrement été bombardé en 1944. Les pistes étaient défoncées. Tous les hommes de 16 à 48 ans et après de 18 à 58 ans étaient réquisitionnés pour combler les trous de bombes et participer à quelques travaux de remise en état de la chaussée. Oh, les requis ne se plaignaient pas. Ils étaient payés 130 francs par jour et avaient à manger au repas du midi et du soir. Question travail, on en faisait le moins possible. Et sur les pistes ravagées, il y avait des centaines d'hommes venus de toute la région. Les trous des bombes étaient impressionnants. On faisait la chaîne pour se passer les pelletés de terre de l'un à l'autre,
Et le dernier n'avait plus grand-chose à verser dans le coup. Mais dès que le gardien avait le dos tourné, il arrivait que des pelles, des pioches, des brouettes disparaissent dans les trous. On ne faisait pas de zèle. Les laissez-passer étaient délivrés par la commandanture. Ils étaient obligatoires pour circuler dans tout le territoire et aussi pour passer d'un département à l'autre. D'ailleurs, ça provoquait des situations tout à fait grotesques. Par exemple, il fallait un laissez-passer pour conduire une truie de Saint-Fargeau à Chevannes. Tout ça parce qu'on changeait de département. Je me souviens que le couvre-feu tous les soirs était appliqué de 20h à 6h du matin. Et les lumières ne devaient pas se voir de l'extérieur. On teignait les vitres en bleu. Et les vélos ne devaient pas être éclairés. C'était difficile de trouver à manger. Et encore, on a la chance d'être à la campagne. Les jardins permettent de compléter l'ordinaire. Je me souviens des dorifores. Avec les enfants des écoles, on allait les ramasser sur les plants de pommes de terre. C'est comme ça qu'on appelait les Allemands, parce qu'ils mangeaient tout. Les dorifores. Les cartes de tickets sont distribuées par aux familles en fonction du nombre, de l'âge et de l'activité des membres qui la composent. Il en existe pour la nourriture, les vêtements, l'essence. Et il faut que chaque agriculteur déclare ce qu'il possède. Le bétail, mais aussi les différentes cultures avec leur surface. Cela permet aux Allemands d'en exiger une partie pour se nourrir. Bon, il n'y a pas de marché noir à Saint-Fargeau. Oh non, seulement des échanges. Et le troc entre produits et tickets. Le braconnage? La récupération. La débrouille. Et l'abattage de quelque animal en cachette des occupants. Moi, je me souviens qu'il fallait faire la queue pour acheter le pain. Alors, un de mes frères, il va à 7h le matin, un autre le relaye, puis c'est mon tour en dernier. Enfin, souvent, le pain n'est pas fourni en quantité suffisante et la farine manque au boulanger. Alors, c'est pourquoi il y a beaucoup de familles qui fabriquent elles-mêmes leur pain avec ce qu'elles ont, ou bien même elles inventent. La viande manque le plus. Oh, elle est très recherchée. Certains élèvent des cochons pour les manger. Mon père, qui est charcutier, est très sollicité, lui, pour tuer les bêtes, les découper et les préparer. Parfois, avec son vélo et sa charrette, il va jusqu'à La Chapelle-la-Reine. Il est payé en partie en argent et puis en partie en viande. Et certaines du porc, certaines parties du porc sont conservées dans des saloirs. Ce sont des grands pots en grès. Donc on superpose des couches de viande avec du gros sel, et puis les jambons sont séchés. Et ces conserves permettent de tenir pendant des semaines. Bien sûr, tout ça est interdit. Il faut œuvrer à l'abri des regards et sous surveillance d'un guetteur. À l'école, nous avons droit à des gâteaux survitaminés tous les jours. Et 2 fois par semaine à de l'huile de foie de morue. L'hiver, il fait très froid. Madame Moileau, notre institutrice, cuit les légumes que nous apportons. Et nous avons droit à une soupe bien chaude au goûter. Parfois, on a de la chance. Une péniche est venue s'échouer non loin d'ici, avec un précieux chargement. Des cartons de chocolat. On m'avait été prévenu qu'il fallait aller se servir avant que les Allemands n'arrivent. On y est allé avec des brouettes. On jouait chez les Fritz. On aperçoit un soupirail de cave où se trouvent des boîtes de conserve. Alors avec une ficelle et un aimant, on a réussi à en récupérer quelques-unes. Les Allemands nous ont vus, ils n'ont rien dit. On allait pêcher dans la Seine, en bas de la rue de la Saussay, à un endroit qu'on appelle la Goulotte. Parfois on est plus de 30 pêcheurs. Il faut des tickets et pas mal d'argent pour acheter des vêtements neufs. Beaucoup de marchandises font défaut chez les commerçants. Ma mère a déniché un morceau de tissu bleu marine pour me faire confectionner un costume de communion par un tailleur qui habite sur la N7. Par contre, il manquait du tissu. J'ai donc inventé le corsaire bien avant l'heure. Pour avoir des nouveaux pulls, on détricote les anciens et on retricote des pseudo-neufs. Lorsque les parachutistes atterrissent sur la commune, ils sont récupérés et cachés rapidement par les résistants. Et leur précieux parachute est ramassé pour coudre des vêtements. Utilisé pour coudre des vêtements. Car pour les Allemands aussi, ce tissu est très utile. On ne connaissait pas encore la sécurité sociale à cette époque. Certains demandent des aides à la mairie pour se faire soigner. Le froid des hivers ou le manque de nourriture ont de graves conséquences sur la santé. Il n'y a qu'un seul médecin pour toute la commune et les alentours, le docteur Limoges. On l'appelle seulement pour les cas les plus graves. Les rhumes se transforment souvent en bronchite, pour lequel le seul remède sont les cataplasmes à la farine de moutarde, ou les ventouses qu'on applique sur la peau. On a plus peur de la tuberculose que des Allemands.
Souvent, le jeudi après-midi, lorsqu'on fait un match de foot, les Allemands débarquent. À regret, on leur fait un peu de place. Nous, on est là pour jouer, eux pour faire de l'exercice. Bah, chacun son air de jeu, hein. On s'ignore. Un jour, les Allemands nous demandent de leur prêter notre ballon pour faire un match. À la fin de la partie, un des Allemands prend son calot et fait une collecte. Nos généreux donateurs s'imaginent peut-être que cet argent va nous servir à acheter des friandises. Mais non. Sans perdre de temps, on file chez les 2 buralistes de Pont-Thierry, mais sans succès. Les civils se sont trop rationnés pour être gaspillés pour des fumaillons, comme ils nous appellent. Alors on file à la pharmacie s'acheter un paquet de cigarettes eucalyptus. Et c'est pas du frais tabac, hein, mais ça fait de la fumée. Et ça donne de l'importance. Pendant l'occupation, on a continué d'aller à l'école. Mais notre instituteur, monsieur l'écuyer, ne nous a jamais fait chanter « Maréchal, nous voilà ». On va à l'école à Pringy. Faut grimper toute la côte. Alors pour ça, on attend que les bus passent sur la N7 et on saute à l'arrière. Mais c'est facile parce qu'en bas de la côte, le car peine à amorcer la montée. Mais quand il arrive en haut et qu'il reprend de la vitesse, faut vite sauter de la plateforme. Parfois, des sacs restent accrochés. Voici le printemps, la douceur du temps nous fait des avances. Partez mes enfants, vous avez 20 ans, partez en vacances. Vous verrez agir sur l'onde tranquille, des parcs dociles, on prend des amants, de fraîches guinguettes, de belles fillettes, il y a des chansonnettes et il y a du vin blanc. Vin blanc qu'on voit sous les tonnelles quand les filles sont belles du côté de nos gens. Et puis de temps en temps un air de vieille romance semble donner la cadence dans les boîtes, dans les quais, du côté de nos gens. Suivons le conseil, monsieur le soleil connaît son affaire. Cueillons en chemin ce minois mutin, cette robe claire. Venez belles filles, soyez bien gentilles, là sous la chorille, l'amour vous attend. Les tables sont prêtes, l'aubergiste honnête, il y a des chansonnettes et il y a du vin blanc. Le petit vin blanc qu'on voit sous les tonnelles quand les filles sont belles du côté de nos gens. Et puis de temps en temps un air de vieille romance semble donner la cadence au côté, dans les grottes, dans les têtes, du côté de nos gens. Je me souviens de Robert Touvenin. Je me souviens de Raymond Gouvenot. Je me souviens d'Alphonse Fergo. Je me souviens du docteur Limoges. Je me souviens d'Henri Lécuyer.
Je me souviens de Jean-Pierre Monneron. Je me souviens d'Henri Maury. Je me souviens de la famille Turquois. Je me souviens de Mathilde Ferco. Je me souviens de Jean-Pierre Lamoureux. Je me souviens de Suzanne Olivieri. Je me souviens de Robert Simon. Je me souviens de Monique Mosalban. Je me souviens de Guy Holo. Je me souviens de tant d'autres. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Il y avait deux réseaux principaux sur la commune. Celui du docteur Limoges et celui dont faisait partie Alphonse Ferco, qui agissait également sur Corbeil et Paris. Et il y avait aussi le réseau du Parti communiste, dont faisait partie M. Brémond. Résister, c'était aussi une manière de vivre de chaque instant. Un commerçant, un agriculteur qui donnait plus que la ration imposée, risquait de fortes représailles. Mais ils aidaient les personnes à survivre. La plupart de ceux qui ont été arrêtés l'ont été sur dénonciation. Je me souviens de l'arrestation d'Albert Beaufils. Il avait une entreprise générale d'électricité, couverture et plomberie, rue de la Gare, à Ponthierry. Un bombardier américain est abattu au-dessus de Montgermont. Le docteur Limoges et Albert Beaufils arrivent les premiers sur les lieux. Albert s'introduit dans le fuselage en feu, mais il n'y découvre que 2 corps sans vie. On déclare alors un parachutiste caché dans le maquis de Montgermont. Beaufils le prend en charge, mais il est vite repéré à cause de sa camionnette. Et il est dénoncé. Ce jeudi 14 juin 1944, on a vu une traction stationnée devant la maison des Beaufils. Un homme habillé en cuir noir est assis à l'intérieur. Il tient une mitraillette. Beaufils est sorti de la maison par des Allemands, dont un est le chef de la Gestapo de Melun, Wilhelm Kurf. Cet homme a été responsable de nombreuses arrestations, interrogatoires et tortures qu'il pratiquait lui-même. Il a été condamné à mort à l'issue de son procès en 1953. Et sa peine a ensuite été commuée en réclusion à perpétuité et il a été reconduit en Allemagne. Beaufils est poussé dans la voiture. On voit qu'il a été battu avant d'être sorti de la maison. Il est d'abord emmené à la maison d'arrêt de Fontainebleau où il est brutalisé, torturé. Puis il est envoyé à Dachau. Il y meurt après avoir subi des expériences médicales. Un médecin allemand lui a inoculé une maladie contagieuse, probablement la diphtérie. Je me souviens de Clément Mélec. En 1940, il se retrouve amputé d'un bras. Malgré son handicap, il passe la guerre au nez à la barbe des Allemands qui occupent le château de Montgermont, dans lequel il est garde-chasse. Avec humour, malice ou inconscience, il cachait des parachutistes alliés dans les caves du château. Il y héberge également une famille de juifs pendant 1 semaine avant de les aider à fuir. Il aide ceux qui ne veulent pas partir au STO, en lien avec un réseau de résistance dans Lyon. En cas de danger, les jeunes sont cachés dans le placard de la cuisine. Ironie du sort, après-guerre, il a été viré par son patron, collaborateur notoire, qui lui reprochait ses actions de résistance. Je me souviens du docteur Robert Limoges. Il avait pris la succession du docteur Ramon en 1937 et s'était installé au 78 avenue de Fontainebleau. Il rentre en résistance en 1942. D'abord en défense passive. Dans les 2 usines de Saint-Fargeau-Ponthierry, il fait de faux certificats médicaux pour ne pas que les employés travaillent pour les Allemands ou ne partent au STO. Par exemple, il inocule des bactéries pour provoquer des panaries. Ensuite, il prend la tête du plus haut réseau de résistance de la commune. Une caisse de dynamite volée dans une carrière permet de faire exploser une péniche pleine d'essence. Lors d'une réquisition forcée sur le terrain de Villaroche, un des membres de son équipe sabote les lignes haute tension en branchant les fils électriques aux barbelés entremêlés. Le terrain a été privé d'électricité et de balisage pendant plusieurs heures. Le docteur Limoges est partout sur la commune, sur son éternelle motocyclette, pour résister, protéger, cacher, défendre, soigner, nourrir, consoler. Il a été arrêté plusieurs fois par les Allemands et miraculeusement relâché. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds
souvient d'Alphonse Frédéric Ferco, surnommé Freddy. Le réseau du docteur Limoges et celui d'Alphonse Ferco cachent des parachutistes et des réfractaires au STO dans une cabane construite tout à côté de la commandanture. Le fils aîné du docteur Limoges, âgé alors d'une 12aine d'années, est chargé de porter dans une remorque attachée à son vélo de la nourriture pour les fugitifs et doit pour cela passer devant les Allemands. Avec l'aide de Madame Turquois, secrétaire à la mairie de Saint-Fargeau-Ponthierry et d'un brigadier de police, les différents réseaux de résistance distribuent aux réfractaires ou aux juifs plus de 300 fausses cartes d'identité. Alphonse Ferco organise aussi des déraillements de trains, dont l'un a bloqué la voie pendant plusieurs jours malgré le travail acharné des Allemands. C'est Freddy qui arrivera à mettre en place une véritable organisation locale de combat, quand l'approche des armées alliées desserrera un peu l'étau de la commune. Résister était très dangereux à Ponthierry. À cause du nombre d'Allemands qui habitaient toutes les maisons. Et malheureusement à cause du comportement de certains Français. Collabos, dénonciateurs. Entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le cri du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, les mitrailles, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons de nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse, la misère. Il y a des pays où les gens entre les lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur nos routes. Chantez, compagnons, dans la nuit la liberté nous écoute.
Pendant les années 1943 à 1944, on ne faisait plus attention aux alertes. À minuit, on entendait les premiers avions qui partaient vers l'Allemagne et l'Italie. Et les mêmes repassaient vers 5 heures du matin, canardés par la DCA des Allemands. Au début, les forteresses alliées passaient la nuit. Mais au fil du temps, les Alliés sont devenus les maîtres du ciel. Donc les avions volaient en plein jour, très haut dans le ciel, par vagues successives. Notre instituteur, monsieur Lécuyer, ces jours-là, était furieux après ses élèves qui restaient béats à regarder ce spectacle. Bande d'idiots, dépêchez-vous de vous mettre à l'abri. Vous voulez que ça vous tombe sur le nez tout ce qui éclate là-haut? Peine perdue ne l'entendait pas. Le danger, c'était pour les autres, ailleurs. À chaque alerte, les jours d'école, monsieur Lécuyer nous emmène nous protéger dans le bois du château de Jeanville, en face du gymnase de la rue de la Fileuse. Il veut nous éloigner le plus possible de l'usine d'assemblage de moteurs d'avion, pour le cas où elle serait bombardée. Un trou dans le sol nous sert de protection. Pour nous, c'est vraiment la récré. Oui, même parfois qu'on en profite pour ne pas retourner à l'école après et prendre du bon temps. Un jour, alors que la fin de l'alerte avait sonné, 3 avions allemands nous sont passés au ras de la tête pour éviter de se faire repérer par la chasse anglaise. Monsieur Lécuyer ne peut pas s'empêcher de crier en direction des avions allemands. Ah, tu fais le moins malin maintenant, hein? Pourquoi vous n'allez pas plus haut pour voir? Une nuit, à force de raser les arbres, un avion allemand termine son vol sur le sommet d'un pylône de Sainte-Assise. Une bonne dizaine de mètres de ferraille restera longtemps suspendue à la charpente métallique, pour notre plus grand bonheur. En 44, le climat devient de plus en plus pesant. Les mitraillages et les bombardements s'intensifient. Il faut se mettre à l'abri. Arrivé en haut de la côte de Pringy, un avion anglais se met à mitrailler la Nationale 7. Nous nous mettons à plat ventre et des gens nous font entrer chez eux jusqu'à la fin du mitraillage. Arrivés sur la route d'Orgenois, nous pouvons découvrir plusieurs voitures et camions en feu qui transportaient de l'essence. Je me souviens du bombardement du 1er août 1944, le plus important qui se soit produit à Saint-Fargeau-Ponthierry. Les avions alliés ont bombardé le pavillon Choiseul, la voie ferrée, l'usine Leroy, les cités du bas et puis celles du haut, le pavillon Leroy, les bords et la rue de la Saussette. Le bombardement met totalement hors d'état de nuire l'usine de moteurs allemands. Des bombes incendiaires tombent aussi sur le hameau de Villers. Impossible de savoir combien d'Allemands ont été tués. Le jour de ce bombardement, l'organisation des secours et le sang-froid des gens sont exemplaires. Dans la fumée des bombes, sans eau, sans électricité, les blessés sont relevés, centralisés, soignés, évacués en moins de 2 heures. L'un d'eux cruellement blessé, la poitrine et le ventre ravagés par des brûlures atroces, stationnant dans la file des brancards, montrant de son bras valide les avions alliés dans le ciel bleu, entonne de toutes ses forces une Marseillaise sauvage au nez des Allemands stupéfaits, avant de sombrer dans l'agonie. Sur la N7 totalement encombrée, il règne la plus grande confusion. Tout le monde vient aux nouvelles. Les gens de passage n'ont qu'une idée, quitter Ponthierry. En particulier cet officier allemand, supérieur sans doute avec tous les galons dorés qui hantent ses épaulettes. Assis à l'arrière de sa voiture découverte, il passe un savon à son chauffeur qui ne va pas assez vite à son gré pour faire demi-tour sur le trottoir. Des obus sont tombés dans le jardin en face de la maison où une chèvre était accrochée à un piquet. L'explosion a creusé un énorme cratère. Le piquet et la chèvre sont toujours là. La chèvre, elle, à la fin, un bond de plusieurs mètres. Bon. Elle est sonnée, mais elle est vivante. Quand la bombe est tombée pas très loin du clapier, elle a enterré des lapins. On a cru qu'ils étaient morts. Mais en creusant, on les a retrouvés vivants. Je me trouve devant la gare quand mon moniteur de gymnastique me demande d'aller aider au déblaiement d'une maison des cités Leroy qui a été touchée par une bombe. Rapidement, parmi les décombres, une chaussure, puis une cheville. Il faut que tu y ailles maintenant, mon grand. Allez, va rejoindre tes copains. Le 18 juillet, le vendredi 18 juillet, les Allemands battent en retraite et incendient le château des Bordes et celui de Jonville. Ces bâtiments étaient remplis d'explosifs. Tout explose sans que les pompiers puissent intervenir, puisque les Allemands avaient pris position tout autour. Toujours dans leur retraite,
Les Allemands, obsédés par l'arrivée des Américains, croient les entendre et font sauter le pont de Sainte-Assise le 19 août 1944, après nous avoir évacués des alentours. C'est la Kriegsmarine installée à Sainte-Assise qui fournit les torpilles marines qui font exploser le pont. L'explosion souffle beaucoup de vitres de nos maisons. En fait d'Américains, il s'agissait de troupes allemandes, qui du coup se sont trouvées bloquées devant le pont écroulé. Mon père me dit, ils ont fait sauter le pont, habille-toi vite, on descend à la Seine. Et là, on trouve des centaines de poissons, petits et gros, qui n'ont pas résisté à l'explosion. On s'offre une pêche miraculeuse. Dans les jours qui suivent, il n'est pas rare de voir des Allemands coincés dans leur retraite par l'explosion du pont. Dans les rares camions allemands qui traversaient la ville, on peut voir que les soldats sont fatigués, nerveux. On évite de les approcher. Ceux qui n'ont plus que leurs jambes pour courir sont à la recherche de tout ce qui pouvait rouler. Mon voisin est obligé d'ouvrir la porte de son garage à des soldats allemands qui recherchent un véhicule. Les Allemands examinent la voiture, heureusement celle-ci ne démarre pas. Et les soldats repartent à pied.
la Libération. Il y a d'abord eu le débarquement en Normandie, le 6 juin 1944. C'était mon premier jour à la ferme de Montgermont. Pour ma première journée de travail, ma mère avait voulu marquer le coup. Elle m'avait dégoté un pantalon long, le premier, que je n'étais pas peu fier de porter en me rendant à la ferme. La matinée est consacrée au désherbage de carottes pleines de petites orties. Je ne sens plus mes mains. Comme tous les autres jours, il y a des avions alliés dans le ciel. Mais la DC allemande les canarde. À la reprise, après le repas de midi, un petit groupe de personnes se rassemble dans la cour. Tout le monde semble très agité. Je te dis, c'est un simulacre. Mais non, c'est pas un simulacre. Je comprends à cet instant qu'ils ont débarqué. Oh oui. On ne peut pas s'imaginer tout ce qui peut vous passer par la tête dans ces moments-là. On les attendait depuis si longtemps. On voudrait déjà être au soir pour capter Londres sur le vieux poste et entendre la confirmation. Et si c'était un bobard Et si, comme les Canadiens à Dieppe, le débarquement allait échouer Mais toutes ces craintes, ces doutes ont vite été remplacés par l'espérance, Oui. la certitude, le bonheur de se dire « mais cette fois c'est la bonne !» Le vrai débarquement ne peut pas avoir lieu en Normandie, c'est trop loin de l'Angleterre. Non mais écoute-nous, on s'en fout que ce soit en Normandie ou ailleurs, le principal c'est qu'ils leur mettent une bonne raclée et qu'ils s'en débarrassent. Depuis le débarquement, les jours passent trop lentement à notre bout. Les troupes alliées avancent, mais leurs positions données par la radio anglaise ne sont pas très précises. Depuis le 1er août, jour après jour, une étrange atmosphère s'installe. On dirait que Ponthierry est entré dans un état de langueur. De moins en moins de voitures empruntent la nationale, déjà peu fréquentée depuis l'occupation. Les gens s'attardent le soir sur le pas de leur porte. Les troupes allemandes stationnent à Corbeil et Melun. Ce sont des villes plus importantes et donc plus défendues par les Allemands que notre commune. 8 jours avant la libération, les différents réseaux de résistance se rejoignent. Les Américains et les Anglais débarquent en France. Nous avons reçu le message, nous nous transformons en soldats FFI. Cette armée s'organise. Elle dresse l'inventaire des armes et les distribue. Repère les hommes qui ont une instruction militaire et se constitue en 2 groupes. Le premier est composé de jeunes, sans connaissance militaire, et des plus âgés. Ils sont chargés de la reconnaissance jusqu'à 50 km à la ronde. Les durs forment le deuxième groupe, le groupe qui attaque. Tout s'accélère le 22 août 1944. Ce jour-là, on entend clairement les canons alliés qui progressent à l'ouest de la ville. Les Allemands paniquent. Ils tentent de fuir par tous les moyens possibles. Ils sont dispersés à cause de leur faute d'avoir fait sauter le pont. Une partie des troupes se trouve sur la rive droite, du côté de Seine-Port, alors qu'un petit groupe, sur la rive gauche, à Ponthierry, cherche une issue. Certains traversent même la Seine à la nage pour rejoindre leurs congénères. Mais c'est le moment d'agir. Oui. Les FFI préparent le terrain aux Alliés. Le groupe d'attaque prend possession des infrastructures clés de Ponthierry, la mairie, les châteaux d'eau, le bureau de poste et d'autres services publics qui ont été abandonnés par les Allemands. Des gendarmes viennent grossir les rangs des résistants. Le groupe de reconnaissance signale venant de Montargis un gros convoi allemand de ravitaillement sur la Nationale 7 se dirigeant vers Ponthierry. Alerte au groupe d'attaque! Les voilà les salauds! Montez pour 15 munitions chacun! Oh, le premier que nous serons, les Boches se sauvent. Oh, le deuxième, transformé en automitrailleuse, résiste. Et il tire de partout. Un autre tué et un autre blessé. Nous comptons les coups. Nous arrivons au bout de nos munitions. Mais voilà que le camion mitrailleur prend feu. Les Boches du 3e camion se débilent! Oh, il était temps. Nous capturons tout le convoi. Plus de 6 tonnes de vivres, armes et munitions, 32 caisses de grenades. À l'époque, on avait l'habitude de parcourir la région à vélo. Avec les copains, on a décidé de profiter de nos balades pour repérer la position des Allemands et on allait les rapporter aux Américains qui venaient d'arriver près de Célie-en-Bière. C'est comme ça qu'on a pu les renseigner sur la position des mitrailleuses allemandes à côté de Seine-Port. Les Alliés tentent à 2 reprises de libérer Melun, sans succès. Les Allemands décident de détruire les 2 ponts de Melun. De Melun à Villeneuve-Saint-Georges, il n'y a plus un seul pont intact. Il règne un grand calme dans la rue ce 22 août. Tout à coup, vers 16h, une clameur forte monte, puissante. Des cris retentissent. Les Américains!
Des éclaireurs, ils viennent de perdre, ils dévalent la côte de Fragile. Les gens sortent des maisons, ils courent le long des routes, crient, applaudissent. Là, devant les voitures, juste quelques mètres devant, là, au milieu des routes. Oui. Il viendra sur sa petite moto, là. Mais c'est Dr Limoges. Oui, c'est lui, il dit nos libérateurs. Il est fier. Mais à peine arrivé devant la mairie, des soldats allemands tirent. Les Américains repartent aussi vite qu'ils sont arrivés. Lors de ces affrontements, Roger Fadin, un jeune résistant de Ponthierry âgé de 25 ans, et un soldat américain perdent la vie. L'avenue redevient déserte. Nous avons passé la nuit dans la cave pour nous protéger. Le soupirail donne sur la nationale. Au petit matin du 23 août, on entend au loin un grondement sourd qui se rapproche et qui devient parfaitement audible. Oui, celui de Chenille sur la chaussée. Petite préoccupation, mais de quelle nationalité sont-elles? Allemande ou américaine? Oh, des cris à nouveau. Les Américains. On ressort pour les acclamer encore une fois. Ils sont arrivés dans la nuit à Ponthierry, vers minuit. Oh, on essaie de serrer la main des soldats. Ils nous reconnaissent, mi-indifférents, mi... Abusé. Je monte sur un char pour embrasser un militaire. On était tous tellement heureux. Oh. Et moi, je prends une craie et j'essaye d'écrire mon nom sur le char. Très excités dans la nuit, on regagne tous notre cave pour y passer la nuit. On a beaucoup de difficultés à trouver le sommeil. Oui, on a eu peur en voyant des soldats noirs. On n'en avait jamais vu. Ce 23 août 1944, grâce aux informations données par les résistants, et en particulier par le docteur Limoges, les Américains prennent la décision de traverser la Seine et de construire un pont flottant de Tilly à Seine-Port. L'opération commence dès l'après-midi même. Lors d'une mission de reconnaissance, Claude Faure, un soldat français âgé de 20 ans, et Raymond Mouffron, un ouvrier agricole de 28 ans, sont tués par les forces d'infanterie allemandes. De Tilly à Auvergnat, les chars et l'artillerie tirent sans cesse. Les obus passent au-dessus de nos têtes en sifflant. Dans l'après-midi, l'aviation allemande fait une entrée soudaine et commence à mitrailler la zone. La DCA américaine ouvre le feu pour repousser l'assaut. Ah, puis ce sont des avions américains qui plongent en direction des positions ennemies et les mitraillent. Oui, une fois que les avions ont quitté les lieux, l'artillerie alliée entre en action, lançant des bombardements intensifs afin de préparer le terrain avant l'arrivée des troupes au sol. Les premiers soldats américains traversent la Seine sur des bateaux d'assaut. Et le bruit assourdissant des canons cesse tout à coup. Quel silence! Les soldats allemands, retranchés en embuscade sur l'autre rive, sont rapidement neutralisés. Les premières compagnies, agissant dans une organisation impeccable, parviennent à atteindre les bois du côté de Seine-Port. Finalement, il y a peu de résistance de la part des Allemands sur l'autre rive. Un bulldozer creuse les rives de la Seine pour qu'un pont flottant puisse être aménagé. Une autre compagnie américaine traverse la Seine un peu plus au sud sur des bateaux. Mais alors que la première vague en traversant n'a pas rencontré d'opposition très forte, la deuxième, elle, a été prise pour cible par des tireurs d'élite allemands embusqués. Lors de ces échanges de tirs, 6 soldats américains ont été mortellement blessés. À 18h, la construction du pont flottant commence. Tout est fait de manière très disciplinée, en silence et très vite. Des bateaux pneumatiques forment la base du pont. Et des voies de roulement en acier sont placées dessus. Chaque plaque mesure au moins 3,60 m de long et pèse près d'une tonne. Le répit est de courte durée. L'artillerie allemande crache à nouveau. Elle intensifie ses tirs sur la rive gauche, touchant Tilly, Moulignon, Les Bordes et Maison Rouge. À Tilly, 4 soldats américains sont tués ce jour-là. 2 autres sont blessés, qui décéderont quelques jours plus tard. La nouvelle de la perte de soldats américains se propage très vite. On ne parle alors que de 2 soldats tués. Les travaux avancent sans relâche. Dans la nuit, un orage inoubliable s'abat sur Ponthierry. Mais cela ne ralentit pas la construction du pont. À 8h, le lendemain matin, le pont flottant est en place. Dès 8h30, les premiers chars se positionnent et traversent la Seine. Le pilonnage de l'artillerie allemande se poursuit encore quelques heures. Un jeune New-Yorkais de 28 ans est tué ce jour-là.
Les hommes et les matériels traversent la Seine en flot continu. Et oui, il y avait déjà des bouchons pour traverser la Seine, comme aujourd'hui. En passant la Seine à Ponthierry, les Alliés arrivent à libérer Melun dès le lendemain. Un matin, mon frère est arrivé à la maison accompagnant une jeep. 3 soldats américains en sont sortis. Mon frère a dit à ma mère que ces messieurs voulaient faire un brin de toilette. Puis maman leur a donné quelque chose à manger. Avant de partir, l'un d'entre eux nous a donné du chocolat. Mais c'est bien plus tard que j'ai appris qu'il s'agissait du général Patton et de ses 2 aides de camp. Les Américains sont venus à la maison alors que mes parents n'étaient pas là. Ils sont cherché le clapier, ils ont pris un lapin, puis ils l'ont posé, ils ont pris des pommes. On leur a demandé des chewing-gums. Ils n'en avaient pas. Quand mes parents sont rentrés, ils ont trouvé cela très bizarre. Ils sont allés à la mairie et ont appris que c'était des Allemands habillés en Américains et qui cherchaient à se réfugier dans le coin. Et bien, peu de temps après, ils étaient arrêtés. Les Américains qui empruntaient la voie ferrée Melun-Corbeil nous distribuaient de la nourriture lorsque les trains s'arrêtaient près du sémaphore de Boissise. Un jour, un soldat m'a donné un couteau. Je l'ai encore. Les chars passaient devant notre maison. Alors, comme nous avions un beau jardin, on leur distribuait des fruits et des légumes. En échange, les Américains, eux, nous lançaient des chewing-gums, du chocolat et du café. Bon, faut dire qu'ils n'avaient des conserves à manger. Alors les Américains, ils raffolaient de nos fruits du jardin. Hein. Pour nous remercier, ils nous permettaient d'aller faire un petit tour avec leur jeep ou leur char. Oh, on avait un peu peur, mais on était drôlement fiers. Hein. Les Alliés ont construit un deuxième pont, à Saint-Fargeau, en face de la gare. Il n'était pas prévu à l'origine, mais il s'est avéré indispensable pour que la première armée traverse la Seine au plus vite. Difficile de dire combien de soldats alliés ont traversé la Seine à Ponthierry. Entre 300 et 700 000 hommes et leur matériel. C'était énorme tout ce trafic en quelques jours seulement. Mon père nous a emmenés voir la construction du deuxième pont. Mais pour lui, c'était un moment historique. Non, mais c'est vrai, c'était extraordinaire de voir les soldats gonfler et assembler les différents éléments du pont. Quand les chars traversent le pont flottant, ils s'enfoncent sous leur poids et leurs chenilles baignent dans l'eau. Ouais, ils ont laissé de larges traces pendant des années à Budzagar. Au fur et à mesure du passage des Américains, des groupes de prisonniers allemands se forment. Les gens leur hurlent dessus, les injurient et leur jettent des pierres. Je me souviens de quelques prisonniers allemands sur la place de Tilly. 2 d'entre eux sont grièvement blessés à la tête. Les Américains interviennent et nous demandent de rentrer chez nous. Je garde un mauvais souvenir de cette scène. La haine légitime qui se transforme en cruauté. À notre grande stupeur, on a vu sortir du transformateur un militaire allemand. La serrure de la porte avait été fracturée par un éclat d'obus. Il avait avec lui des tas de boîtes de conserve. Les Américains sont arrivés et l'ont monté dans un camion dans lequel il y avait déjà des prisonniers allemands. Les Allemands étaient debout, serrés comme des sardines. Un matin, sur 6 rangs, une 60aine d'hommes, main derrière la nuque, au pas de gymnastique, descendent la côte de Pringy, encadrés de quelques GI, mitraillettes en bandoulière. C'était des prisonniers allemands. C'est la dernière fois qu'on a entendu le bruit métallique des bottes allemandes sur les pavés de l'avenue de Fontainebleau. On faisait tous la fête. 3 jeunes femmes gardues dans Ponthierry. Oui, et leur robe représente le drapeau français. Une en bleu, une en blanc et la dernière en rouge. Oui, rapidement, on organise des balles. On entend à nouveau l'accordéon. Et Ponthierry se remet à danser. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? La route est prête, le ciel est bleu. Il y a des chansons dans le piano. Il y a des histoires dans tous les yeux. Des chansons dans les mirettes. L'amour du ciel, c'est merveilleux. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Qu'est-ce qu'on attend
attend pour faire la fête? Y a des violettes quand on en veut, et la radio chante un petit air joyeux. Les papillons restent chez eux, les cannes s'en vont au palme du secteur. Levez la tête, les amoureux. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend, dis-moi? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Je me souviens que la libération n'a pas été célébrée uniquement dans la joie. Certains se sont sentis investis d'un rôle qui ne leur revenait pas, celui de juger. Était-ce pour appliquer la justice? Était-ce en raison de rancœur personnelle? De réaction de vengeance? Ou d'un trop-plein de haine envers l'occupant? En allant chercher du pain, j'ai assisté à une scène horrible. Des femmes se faisaient raser les cheveux. Il semble que les auteurs de ces faits étaient des voyous devenus efféfis à l'arrivée des Américains. Ce jour-là, j'y étais, sans trop comprendre pourquoi. J'étais là au milieu de beaucoup d'autres gens. J'avais 5 ou 6 ans. Je n'ai peut-être pas tout compris à l'événement qui se préparait, mais je n'ai rien oublié. Ma mère était là avec moi, comme beaucoup d'autres curieux de Ponthierry, à attendre devant la gendarmerie que le spectacle commence. Je n'ai pas le souvenir d'une foule manifestant bruyamment. L'indifférence est souvent silencieuse. Nous avons vu arriver une sorte de charrette transportant plusieurs femmes que je ne reconnaissais pas, mais d'autres les connaissaient. Et je ne me souviens plus de la suite. Ma mère me l'a peut-être épargnée. Je me souviens que le premier travail à entreprendre tout de suite et de toute urgence après la guerre a été le déminage. Avant même que les spécialistes soient désignés, les jeunes s'amusaient à faire exploser tout ce qu'ils trouvaient. Certains sont blessés et d'autres même tués dans ces petits jeux-là. Ma mère s'en inquiète. Alors je lui raconte que ce sont des petits lapins qui passent sur les mines et les font sauter. Après l'occupation allemande et le passage des Américains, la ville accueille les soldats de la 2e division blindée du général Leclerc. Ils se sont installés essentiellement au château de Tilly et à la ferme des Lefrancs. Mais ils y sont restés jusqu'en novembre 1945. Hein. Au départ des Allemands, le château était en meilleur état qu'à leur arrivée. Il ne manquait pas une seule petite cuillère. Faut dire que les Allemands qui avaient habité le château n'étaient pas des soldats entraînés au combat, mais des ingénieurs en aéronautique. Mais alors, lorsque ceux de la 2e DB sont arrivés, alors là, ce fut une sorte de pillage. Alors que je leur demande de se tenir correctement et de se montrer digne de l'armée française, un soldat ivre me met en joue avec son revolver. C'est un gradé qui arrête la menace. Je me souviens que le retour des prisonniers a commencé en 1945. Quelqu'un est venu me chercher à l'école, car mon père était de retour de captivité. Un drame pour moi. Je ne l'avais pas vu de 6 à 12 ans. Je ne l'ai pas reconnu. C'était comme un intrus qui perturbait les habitudes prises sans lui. Pourtant, ma mère m'avait donné une photo de mon père, que je devais embrasser tous les soirs. Je faisais la queue à l'épicerie quand j'ai vu mon père passer dans un camion. Il s'était caché dans un maquis dans Lyon pour éviter le STO. Je me souviens des premiers jours de la paix. Lors du conseil municipal du 22 mai 1945, le maire annonce qu'il a reçu des bons de farine et de confiture pour organiser la victoire avec les enfants des écoles. On organise ça le 18 juin 1945. Lors du conseil municipal du 7 décembre 1945, le maire demande l'autorisation d'acheter un nouveau buste de la République pour remplacer le précédent détruit par les Allemands. Symbole du retour de la France à elle-même. Mais sale bonheur. Difficile d'oublier l'angoisse et la peur de ces 4 longues années pendant lesquelles beaucoup d'entre nous ont vécu sans père. On pensait à tous ceux qui étaient morts,
et sans lesquels la vie ne serait plus jamais la même. On se rappelait des souffrances des prisonniers et des déportés, les tortures, toutes ces douleurs à jamais inscrites dans la chair et dans les esprits. Tous ceux qui sont revenus de cet enfer y pensent tous les jours, sans trêve, sans possibilité d'oublier. Le général Patton a choisi Saint-Fargeau-Pont-Thierry pour traverser la Seine avec son armée. Un fait majeur à jamais gravé dans l'histoire de notre commune. Le 4 juillet 1949, c'est un autre général célèbre qui vient honorer les habitants. Le général de Gaulle. Sa venue dans notre commune était un véritable privilège, car il était très pris par les commémorations et les cérémonies d'après-guerre. Le général de Gaulle remet la médaille de la résistance à la commune. Une récompense pour tous ceux qui ont lutté contre l'occupant. Et tous ceux qui ont aidé les Alliés à la libération. Il inaugure la place Patton à Tilly et la place du général Leclerc à Pont-Thierry. Il y a foule ce jour-là. Comme une deuxième fête de la libération. Loin vers l'infini s'étend de grands prés marécageux. Plus aucun oiseau ne chante dans ces arbres secs et creux. Ô terre de détresse, où nous devons sans cesse piocher dans ce camp morne et sauvage, entouré de murs de fer. Il nous semble vivre en cage au milieu d'un grand désert. Ô terre de détresse, où nous devons sans cesse piocher. Bruit des pas et bruit des armes, sentinelle jour et nuit, et du sang des cris, des larmes, la mort pour celui qui fuit. Ô terre de détresse, où nous devons sans cesse piocher. Mais un jour dans notre vie, le printemps refleurira. Liberté, liberté, chérie, je dirais tu es à moi. Ô terre enfin libre, où nous pourrons revivre, aimer, aimer, aimer.